Voilà, donc bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment ravie de vous retrouver et je suis en compagnie de Christian Escriva, donc en très bonne compagnie pour cette séance de questions-réponses. Merci d'être là. Et puis, euh, alors, je vais présenter en quelques mots Christian, parce que normalement vous le connaissez, parce que c'est questions-réponses suite au sommet, donc j'ai déjà présenté. Mais Christian, je vais te représenter brièvement, et puis bah, tu pourras compléter aussi. En sachant que si vous êtes en replay, j'ai pris vos questions et donc je poserai des questions de certaines personnes qui ne peuvent pas être avec nous en direct. Mais bien sûr, celles et ceux du direct, vous pouvez intervenir dans le chat. Vous pouvez aussi lever la main sur Zoom si vous avez une question. Et voilà, vous avez la petite icône en bas et puis on prendra les questions dans l'ordre en sachant qu'il y a des questions peut-être qui se regrouperont. Alors, Christian, je vais te présenter en quelques mots. Toi, tu as une formation universitaire en physique théorique, en mathématiques, en chimie, en philosophie et en psychanalyse. Donc, c'est des bonnes études bien longues. Et tu es cofondateur avec Odile Salentin de la société Le Gatillier, qui produit dans les Alpes-Maritimes depuis 1984 des teintures mères, des extraits de Gémeaux, des macérations solaires, des huiles essentielles, voilà, un petit peu différentes choses. Et, euh, et en fait, c'est toujours choisi selon des critères sensoriels, justement, avec la méthode qu'on a pu découvrir. Euh, Tu es auteur aussi de différents ouvrages et celui que tu nous as présenté pendant le sommet notamment, c'était Alexandre Grothendieck avec Christian Escriva, Les années cachées, vie intérieure, créativité, connaissances scientifiques, écologie radicale, votre correspondance de 1975 à 1989 aux éditions Odile Jacob. Mais tu es un auteur prolixe puisqu'on a vu que tu avais écrit différents ouvrages et notamment des ouvrages qui sont vraiment complets et sur l'approche sensorielle des plantes médicinales. Et voilà, donc ça aussi, tu pourras en parler. Et puis, tu animes depuis une trentaine d'années des séminaires, formations et stages sur l'approche sensorielle. Et d'ailleurs, voilà, pendant le sommet, tu étais là-bas en Espagne pour animer un stage. Voilà, donc Christian, bah, je ne sais pas, est-ce que tu veux dire un petit mot pour introduire cette séance de questions-réponses? Oui, d'abord dire bonjour à des personnes que je connais et que je vois, notamment Philippe, Philippe Banel. Bonjour Philippe. Et puis Marie Pasquine. Bonjour Marie Pasquine. Et puis peut-être il y a d'autres personnes que je connais, mais là il n'y a pas les images de tout le monde. Bon, donc voilà, bonjour. Et voilà, écoutez. On peut parler de points particuliers parce que l'approche sensorielle, c'est quand même, je trouve, pas évident à comprendre et ça suscite beaucoup de questions puisque c'est la subjectivité qui est impliquée. Donc, que la subjectivité soit impliquée dans un processus cognitif, on va dire, c'est quand même inhabituel. Euh, En tout cas, là, je suis en train de préparer, là, ces jours-ci, je prépare un petit exposé que je vais faire vendredi dans un petit groupe informel qui fonctionne à Valbonne chez Georges Ferrando, qui est l'ancien président de la Société Albert Vieille à Valoris. Et donc, tous les mois, on fait ce qu'on appelle une séance olfaction, c'est informel, gratuit, etc. Et là, il m'a demandé, bon, je vais faire une olfaction d'un extrait que j'annonce pas à l'avance, et il m'a demandé de faire un petit exposé sur la jonction entre l'approche scientifique et l'approche sensorielle, parce que c'est quand même ça enfin, c'est une des questions pour moi importantes, parce que on peut travailler de manière intuitive en disant, j'en ai rien à faire, moi, de l'approche scientifique, c'est pas important. Finalement, ce qui compte, c'est le contact avec la plante, c'est ça qui nous intéresse, l'amour des plantes, ça, je suis tout à fait d'accord. Mais c'est une position possible, mais moi, sans doute par tempérament, à cause aussi de mon
passé universitaire, de toute mon histoire personnelle, j'aime regarder, euh, essayer de caractériser les deux approches finalement. Et en préparant ce petit exposé là d'1 heure samedi soir, donc chez Georges Ferrando à Valbonne, où il y aura plein de gens, il y a plein de gens différents, il y a des parfumeurs très expérimentés, il y a des gens plutôt du milieu universitaire, il y a des naturopathes, ensuite il y a par exemple Simone Saber qui s'occupait de la fabrication des élixirs chez Deva pendant plus de 30 ans. Donc elle vient à toutes ces réunions. Là, elle habite plus au nord, mais elle participe à ces réunions. Donc c'est un milieu très, très diversifié. Et là, je vais parler de cette jonction et en préparant ça, en réfléchissant pour la millième fois à cette question, je me rends compte que finalement, dans la relation que les hommes ont entretenue avec les plantes depuis toujours, il y a toujours eu une part d'intuition. Et quand on dit aujourd'hui c'est scientifique, c'est pas scientifique, en fait, il faut voir ce qu'est la science à un moment donné. Par exemple, si on regarde les pharmacologues arabes du 10e, 11e et 12e siècle, on voit que par tempérament, certains étaient très tournés vers la rationalité, la justification, et à ce moment-là, ça vous déroule l'expérimentation méthodique. Essayez de voir, par exemple, les effets thérapeutiques de telle ou telle espèce végétale. Et puis, il y en avait certains qui étaient beaucoup plus intuitifs. Et effectivement, quand on regarde dans la pharmacopée arabe, les usages de telle ou telle plante, on s'aperçoit que ça ne peut pas venir de telles connaissances uniquement de l'expérimentation, c'est-à-dire d'études empiriques. Il y avait toujours une part d'intuition. Et là, j'ai l'impression que à partir de la fin du XVIIe et de la fin du XVIIe, et ensuite ça s'est précipité dans le courant du XVIIIe, j'ai l'impression que l'approche scientifique au sens où on l'entend aujourd'hui a pris de plus en plus de place, si bien que là, des personnes comme nous nous sentons frustrés, nous nous sentons un peu démunis, parce que justement, on a l'impression que la manière académique de parler des plantes, on ne peut pas dire qu'elle soit pas juste, mais en tout cas, elle est insuffisante. Et pour moi, c'est tout le sens de l'intérêt d'un tel colloque, l'amour des plantes, parce que c'est vraiment un contact intime avec la plante qu'il s'agit de rétablir et avec le vivant. Donc une fois de plus, là en préparant ce petit exposé, sachant qu'il y a des gens qui sont vraiment très branchés, j'ai regardé quelques petites choses originales et j'ai regardé notamment cette période de la médecine arabe qui était une période extrêmement florissante, mais je regardais aussi une pharmacopée que j'ai achetée récemment, que vous connaissez peut-être, certains d'entre vous, sur... donc c'est une pharmacopée des Indiens d'Amérique du Nord, le livre de Moerman, et qui est un gros livre où les plantes sont données par ordre de la classification botanique, et il a regardé dans toutes les tribus, c'est un travail d'ethno énorme, il a regardé dans telle ou telle tribu telle espèce végétale, donc identifiée avec précision. Il a regardé ce que les dites tribus connaissaient et comment ils les utilisaient. Et là, on s'aperçoit que c'est absolument impossible que de tels résultats soient issus uniquement d'une approche empirique. C'est-à-dire une approche empirique, ça voudrait dire que je regarde, mettons, un lithospermum, c'est-à-dire un grémile, et puis je vais dire que ce grémile, il induit un état de stérilité transitoire chez la femme à âge de procréer, vous voyez? Et en fait, ce sont des connaissances tellement, tellement précises, tellement pointues, qu'on se dit que chez
ces peuplades dites primitives, il y a eu, au cours de siècles et de siècles, des contacts mystérieux, profonds, avec, on peut dire, l'intimité, de telle ou telle espèce végétale, vous voyez. Donc finalement, parce qu'il m'avait dit, Georges Ferrando, il m'avait dit, t'as qu'à parler de la jonction entre l'approche scientifique et puis l'approche sensorielle. Et je m'aperçois que l'approche sensorielle, on en a toujours fait, et puis l'approche scientifique, on en a toujours fait aussi, simplement avec des caractéristiques qui étaient différentes d'un siècle à l'autre, et puis d'une culture à l'autre. Mais par exemple, la médecine traditionnelle chinoise, il y a une approche qui est à la fois empirique, ça c'est évident, mais il y a aussi un cadre qui essaye d'être rigoureux avec les considérations des saveurs, les cinq organes, euh, une saveur, mettons, la saveur douce qui va soutenir, vous voyez, la rate, le foyer rate, euh, donc ensuite une saveur secondaire, et il y a une espèce de tentative de mettre un peu d'ordre, de classer un peu les plantes, en tout cas au niveau thérapeutique. Donc même dans là, ce sont des savoirs qui datent de plusieurs millénaires. Et je regardais aussi un peu la médecine égyptienne. La médecine égyptienne, c'est pareil. Dans le papyrus d'Hébert, je ne sais pas si vous connaissez le papyrus d'Hébert, Ebers. Ebers, c'est le nom de l'égyptologue allemand qui a étudié ce papyrus. Il y a des centaines de formules et il y a des formules qui impliquent des plantes avec une précision thérapeutique incroyable et on se dit que c'est impossible que ces savoirs viennent uniquement d'une approche empirique. Voilà, hein. Voilà ce Merci qui me beaucoup. passe par la tête à l'instant Merci beaucoup, même. Christian. Alors, on a déjà des questions, puis comme je te disais, j'en ai reçu aussi par les personnes qui sont en replay. Alors, il y en a plusieurs, je t'avais dit, sur la galénique. Et notamment, il y a une question de Terra. Alors, je ne sais pas le prénom, mais peut-être que c'est Terra. Est-ce qu'une olfaction peut se faire avec les bourgeons dynamisés ou faut-il avoir l'huile essentielle? Et dans les autres questions que je t'avais, enfin, dont je t'ai parlé avant, il y avait effectivement cette question de dire pourquoi l'huile essentielle, est-ce que le génie de la plante s'exprime de manière tout aussi puissante dans un hydrolat ou dans une huile essentielle? Donc là, tu vois, il y a les bourgeons. Donc voilà, si tu peux nous parler un petit peu de la galénique. Et une question d'Anne-Marie qui vient dire aussi sur quel support mettre l'huile essentielle pour l'olfaction longue. Alors peut-être tu voudras en parler après du support, mais en tout cas, si tu peux voilà, répondre à ces différentes Oui. questions sur la galénique. Oui, alors là, pour moi, dans l'approche sensorielle, parce que dans une approche, dans une théorie, dans une méthode, pour pas dire dans un paradigme, il y a toujours des concepts centraux qui sont utilisés. Et là, on peut tourner les choses dans tous les sens, comme on veut. On est obligé, parce que ça apporte une simplification considérable, de poser quelques concepts essentiels à partir desquels on va pouvoir décrire ce qui se passe et le concept qu'on pose va apporter une sorte d'éclairage général. Et là, on n'y coupe pas, c'est-à-dire dans l'approche sensorielle, on est obligé de revenir à un ensemble de conceptions qui ont existé depuis toujours. C'est celui d'esprit de la plante, d'âme de la plante, d'archétype, d'être de la plante, d'eidos, etc., etc., etc. Et vous voyez, c'est comme si on posait un étage au-dessus. C'est-à-dire que dans l'approche scientifique actuelle, je veux dire, hein, dans l'approche scientifique actuelle ou l'approche scientifique depuis, par exemple, la naissance, l'émergence de la chimie analytique, c'est-à-dire depuis la fin du XVIIIe siècle, euh, depuis ce moment-là, la tendance est quand même de voir une plante comme un ensemble de morceaux, un ensemble d'éléments juxtaposés et qui sont finalement indépendants. Un exemple, euh, quand on parle du thym à phénol, du thym à thymol et carvacrol,
l'attention a tendance à se focaliser sur le thymol et le carvacrol. Voilà, hein, sur des morceaux. Mais c'est oublier que dans un thym à thymol et carvacrol, il y a des centaines d'autres composants. Il y a des composants qui sont entraînables à la vapeur d'eau, qu'on retrouve dans l'huile essentielle, et puis il y a des composants qui ne sont pas entraînables à la vapeur d'eau et qu'on va retrouver dans d'autres types d'extraits. Et alors, cette approche-là en termes de composants, pour des personnes comme vous et moi, ça n'est pas suffisant. Et ça veut dire que sur un autre plan, alors là c'est la vaste question, moi je pense qu'il ne faut pas avoir peur de parler du plan spirituel, c'est-à-dire sur un autre plan, il y a vraiment il y a une unité, il y a un être vivant, il y a un, on peut dire un archétype qui n'existe que sur un plan non matériel, mais que je peux saisir par mes capacités intuitives. Bon, ça c'est la première chose. Alors, moi, j'ai expliqué cela la dernière fois, donc le mois dernier, c'est que je préfère prendre un terme autre que dire être ou archétype ou esprit ou âme. J'aurais pu dire l'esprit de la plante, l'âme de la plante, en rendant hommage, par exemple, aux peuples indigènes, aux cultures indigènes d'Amérique du Sud ou d'Amérique du Nord. On aurait pu utiliser ce terme, mais moi, pour différentes raisons, après avoir utilisé différents termes, j'utilise le terme de génie. Je parle du génie d'une espèce. Et ce génie d'une espèce, il ne peut être approché que par nos capacités intuitives. Bon, voilà d'abord la première chose. Et alors maintenant, c'est comment je fais, quelle méthode j'utilise pour approcher ce génie d'une manière intuitive. Alors, une question légitime, c'est pourquoi ne pas se mettre en présence de l'arbre ou de la plante si par exemple je travaille sur j'essaye d'approcher, on peut dire, imaginer le Bunias orientalis, qui est euh, une plante qui a tendance dans certaines régions à être invasive. C'est une plante qu'on appelle polémoniale, c'est-à-dire qui a probablement été apportée lors de guerres, parce elle vient de l'Orient. Et ce Bunia orientalis, qui est une brassicacée, la famille qu'on appelait les crucifères, ce Bunia orientalis, pour l'approcher, je peux, par exemple, si je travaille sur l'odeur, je peux respirer directement le Bunia orientalis, je mets le nez dessus et je peux plonger dedans. Et pour des raisons pratiques, il est plus simple de faire différents types d'extraits, de réaliser différents types d'extraits. Et par exemple, le Binia orientalis, je peux faire une teinture mère des fleurs. Bon, vous allez me dire, mais pourquoi tu fais pas de l'huile essentielle? Il se trouve dans le Binias orientalis, il y a très très peu d'huile essentielle, il y en a, comme quasiment chez toutes les angiospermes, à l'exception de Amborella trichopoda, qui est l'angiosperme d'émergence évolutive la plus ancienne, qui est endémique de Nouvelle-Calédonie. Mais sinon, d'après des études, toutes les autres plantes à fleurs, toutes les autres angiospermes contiennent de l'huile essentielle. Donc le Bunas orientalis, il en contient, mais il en contient si peu qu'on ne peut pas l'extraire à l'alambic. Donc la forme, pour approcher le Bunas orientalis, la forme huile essentielle, pratiquement n'est pas possible. Mais je peux utiliser une teinture mère, ou je pourrais faire, par exemple, une macération dans des cires de jojoba, hein, je pourrais la distiller et même si j'obtiens pas d'huile essentielle, j'obtiendrai un hydrolat parce qu'il y aurait quand même des composants volatiles. Voilà. Et alors la question qui jaillit maintenant, c'est est-ce que une forme galénique, un type d'extrait, est préférable à un autre? Et l'expérience montre que chacun des extraits porte un ensemble d'informations complémentaires. C'est-à-dire que si par exemple, passons à un autre exemple, si par exemple prenons un exemple très courant que tout le monde connaît, prenons l'exemple de l'échinacée pourpre, l'Echinacea purpura, qui est une astéracée,
qui est très connue parce que c'est un très bon stimulant immunitaire. Donc là, il y aurait infiniment à dire, évidemment, mais elle était bien connue aux côtés d'autres espèces d'échinacées, parce qu'il n'y a pas que Echinacea purpurea, il y a Echinacea pallida, il y a Echinacea angustifolia, il y en a toute une flopée d'échinacées. Et puis, selon les différentes tribus, il donnait des nuances dans les types de propriétés thérapeutiques. Mais fixons-nous sur Echinacea purpurea, l'Echinacée pourpre, qu'on utilise dans les infections virales. Mais c'est bien plus large que ça. Mais l'usage s'est restreint aux infections virales. Par exemple, aux grippes, vous voyez, aux herpès, aux infections à Covid, etc. Et l'Echinacea purpurea, je peux extraire une huile essentielle de la plante entière. Avec la plante entière, je peux faire aussi une teinture mère. Avec la plante entière, je peux faire une macération solaire dans des cires de jojoba, par exemple. Je ne peux pas faire d'extrait de gémothérapie parce que les extraits de gémothérapie, c'est encore dans les jeunes pousses, mais avec l'Echinacea purpurea, je peux faire différents types d'extraits. Et la question, donc, focalisons-nous sur cet exemple, la question c'est, est-ce que l'huile essentielle d'Echinacea purpurea me permet d'approcher plus efficacement le génie de l'Echinacea purpurea que, par exemple, ne peut le faire la teinture mère. Et la question, c'est, donc ça c'est l'observation qui le montre, c'est que j'observe quand je rentre en contact avec l'Echinacea purpurea via la teinture mère et via l'huile essentielle, je constate que les informations qui sont données sont complémentaires et que il n'y a pas vraiment de formes qui sont préférables à une autre. Alors je conviens que notre tendance à nous tous, parce que c'est la tendance depuis la deuxième moitié des années 80 et particulièrement depuis le début des années 90 où le travail de Francom et Pénoël a véritablement marqué l'aromathérapie, depuis ces années-là, donc ça fait à peu près 35 ans, 35-40 ans, si on inclut le travail de Valnet, les travaux de Valnet, c'était plutôt milieu des années 60, années 70, années 80, toute cette période-là a marqué l'histoire de la phytothérapie, et la phytothérapie, c'est presque devenu l'aromathérapie, vous voyez. C'est-à-dire, on était très polarisé sur les huiles essentielles. Et certains, même P. Noël, par exemple, disaient, maintenant il ne le dit plus trop, mais dans les années 90, il disait que l'aromathérapie, finalement, avait tué la phytothérapie traditionnelle. La suite des événements a montré que ce n'est pas vrai, parce que les teintures mères sont extraordinairement intéressantes pour les prises, par exemple, par voie orale, quand il s'agit de traiter des maladies avec une certaine chronicité, qu'il faut prendre des gouttes tous les jours, etc. Siffler des huiles essentielles, c'est quand même pas terrible, vous voyez, c'est très fort. Ou alors, il faut préparer des gélules. Et je ne dis pas que les huiles essentielles n'ont pas d'intérêt en thérapeutique par voie orale, surtout sur les gélules, c'est évident que c'est infiniment intéressant, mais la teinture mère est quand même une forme qui mérite d'être apprécié, d'être utilisé. Donc, pour répondre à cette question, en conclusion, moi je dirais que l'expérience montre que les différentes formes, les différents types d'extraits donnent des informations complémentaires. Et puisque Philippe est là, on peut en parler, Philippe, là-dessus, c'est-à-dire que sur la forme CO2, extrait CO2 supercritique, euh, on a laissé la question en chantier et on est en train bon, de travailler dessus depuis maintenant des mois. Et l'extrait CO2 supercritique, puisque tu as écrit un livre dessus, qui est publié chez Duno sur les extraits CO2 supercritiques. Et tu as publié un livre l'année dernière. Donc, l'extrait CO2 supercritique, c'est un autre type d'extrait. Et puis, la question est ouverte sur la représentativité de ce type d'extrait euh, en ce qui concerne le génie d'une espèce. Mais en tout cas, moi, pour l'expérience que j'en ai, pour les hydrolats,
pour les macérations, par exemple dans du jojoba ou dans des huiles végétales, pour les huiles essentielles, pour les teintures mères et pour les extraits de gémothérapie, le cas échéant, puisque la gémothérapie, c'est il faut avoir des jeunes pousses ou des bourgeons prélevés au moment de l'éclosion. Il y a certaines plantes qui font pas de jeunes, qui font pas de, par exemple les plantes qui disparaissent pendant l'hiver et pour lesquelles il reste plus que la racine. Ces plantes-là, mettons l'échinacée ou l'inulonée, je dis la première chose qui me passe à l'esprit, on ne peut pas faire d'extrait de gémothérapie, vous voyez? Donc, je dirais que effectivement, l'expérience m'a montré que les extraits donnent des informations complémentaires et utiles et que chaque extrait se focalise sur certains composants. Vous voyez? C'est-à-dire une huile essentielle, ce ne sont que les composants volatiles qui sont extractibles à la vapeur d'eau. Donc c'est un ensemble de composants très limité. Ça veut dire que quand vous faites un extrait, vous faites une sorte d'empreinte du génie de l'espèce. C'est une sorte d'empreinte, comme une empreinte photographique, vous voyez, et c'est une empreinte qui a une certaine représentativité, mais c'est pas le génie complet de l'espèce. Bon, je ne sais pas si je me suis bien expliqué. C'est Merci. une question très intéressante, hein. Oui, on va passer voilà, sur d'autres questions et puis comme ça on aura nous aussi une vue plus complète de cette approche. Alors si je reste voilà, sur l'olfaction puisqu'on en a parlé, euh, alors j'ai une question de Laurence qui est en replay. Pourquoi avoir besoin d'une olfaction longue et est-ce que quand on a rencontré une fois le génie, il peut revenir plus vite les fois suivantes? Alors, très intéressant aussi, euh, là, c'est l'expérience qui montre que euh, en pratiquant une olfaction longue, il y a un contact plus profond qui s'établit avec le génie de la plante. Et ça relève de l'expérience personnelle. C'est-à-dire, je ne peux pas vous le démontrer, ça relève de l'expérience personnelle. Si vous respirez quelques secondes ou 30 secondes ou une minute une odeur, bon, déjà, on peut dire, quand elle est déposée sur la touche de parfumerie, on peut dire que vous êtes dans ce que les parfumeurs nomment l'odeur de tête, c'est-à-dire vous respirez les composants les plus volatiles, et puis au fur et à mesure que l'olfaction avance dans le temps, l'observation se déploie, eh bien là, il y a d'autres composants qui apparaissent. C'est d'autres facettes, on peut dire, de l'odeur qui apparaissent. C'est-à-dire, il y a d'autres facettes du génie de l'espèce qui apparaissent, qui se manifestent, qui se révèlent. Et puis, il y a un autre phénomène dont Philippe et moi avons souvent parlé, c'est une espèce d'imprégnation, c'est-à-dire il ne faut pas croire qu'il n'y a que la voie olfactive qui est touchée. Il y a toute la circulation générale qui est concernée, c'est-à-dire que l'arôme, que ce soit celui de l'huile essentielle, celui d'un extrait de gémeaux, celui d'une macération, celui d'une teinture mère, l'arôme, il pénètre au niveau de tous les organes et il y a une interaction avec chacun des organes parce qu'il y a une pénétration via l'appareil respiratoire euh, dans la circulation générale. Vous voyez? Donc, quand on parle, certains disent, ah oui, la voie olfactive, oui, la voie olfactive, mais c'est pas simplement la voie olfactive qui est concernée et le cerveau. Vous savez, c'est tout, enfin, tout le monde le sait, ça, c'est pas la peine de le dire, mais c'est absolument pas que certaines zones du cerveau qui sont concernées. C'est le corps dans son ensemble qui est constitué. Et cette résonance, il y a une espèce de résonance qui s'établit dans l'olfaction longue. Il y a une espèce de résonance qui s'établit, et puis là, c'est le moment sublime où on perçoit des choses qui sont vraiment en lien avec ce qu'on appelle en approche sensorielle le génie de l'espèce. Donc ça, c'est le moment sublime, vous voyez, c'est le moment de contemplation et de contact intime, c'est véritablement le moment d'amour de la plante. Voilà. Et donc la deuxième partie de la question, c'était est-ce que quand on l'a contacté une fois, on peut le recontacter plus rapidement après? Alors là, c'est une question un peu piège parce que euh, normalement, quand on est dans ces dispositions-là,
quand nous sommes dans ces dispositions-là, on est dans les dispositions, en phénoménologie, on parle d'époquet, c'est-à-dire le mental est vide. On ne va pas essayer de deviner le taux de bêta-cariophyllène, vous voyez, ou alors si on a affaire à une rutacée ou à une fabacée ou des questions intellectuelles de ce genre-là, vous voyez, où on ne va pas essayer de deviner le nom de la plante. C'est absolument pas ça. C'est-à-dire on est dans un état de grande détente intérieure. C'est un peu pour les personnes, puisque maintenant le yoga fait de plus en plus partie des pratiques courantes, contrairement à ce dont il s'agissait il y a 40 ou 50 ans. Le yoga fait vraiment partie des pratiques courantes. Par exemple, dans le Nidra Yoga, vous voyez, dans le yoga du rêve, on dit en forme de plaisanterie que mais ça n'est pas que c'est le yoga le plus difficile, mais c'est un état de détente extrême dans lequel le mental et la pensée que la tradition hindouiste compare à un singe qui saute de branche en branche, cette pensée-là, elle est... Alors, évidemment, c'est impossible qu'elle soit complètement absente, mais en tout cas, il n'y a pas d'attachement particulier qu'on doit avoir à nos pensées personnelles. Et si cet état est vide, ça veut dire que chaque fois, il s'agit d'une expérience. Si c'est un état de vacuité, ça veut dire que chaque fois, il s'agit d'une expérience qui, en principe, n'est pas marquée par les expériences antérieures avec la même plante. Voilà. Donc, il ne faut pas croire que c'est que comme quand par exemple, tu es déjà allé quelque part en voiture, tu vas retrouver plus facilement le chemin. Tu vois, c'est pas pareil. C'est-à-dire, c'est là où c'est miraculeux, c'est-à-dire chaque fois l'expérience est renouvelée et euh, c'est vrai que on peut refaire la même expérience avec la même espèce, le même extrait, mettons la même huile essentielle. On peut refaire la même expérience pendant plusieurs jours d'affilée. Et l'expérience montre que on peut, lors de chaque expérience, toucher des facettes complémentaires ou différentes, ou même parfois voir des choses dans une expérience qui nous paraît absolument cruciale dans l'expérience olfactive qu'on fait tel jour. Ça nous paraît absolument crucial. On dirait que la conscience se focalise sur telle facette du génie de l'espèce et les jours précédents, on ne l'a pas vu. On ne l'a même pas vu. Vous voyez? Donc ça veut bien dire que la conscience, pour des raisons mystérieuses, se focalise sur des facettes qui sont différentes lors de chaque expérience. Et c'est la multiplication des expériences. Bon, en général, quand on le fait, moi, quand j'écris mes livres, là, je travaille depuis 2 ans et demi à peu près rien que sur les astéracées. Je regarde toutes les astéracées auxquelles j'ai accès, et puis finalement, je vais faire un livre sur les astéracées. Et sur les astéracées, j'ai des notes accumulées depuis des décennies. Et quand je le reprends, j'ai l'impression que je repars à zéro, quoi, vous voyez. Je repars à zéro. Et c'est pas la mémoire des expériences précédentes qui me facilite, c'est pas la mémoire des expériences précédentes qui me facilite l'accès, l'approche, on va dire, parce que l'accès, c'est prétentieux, c'est-à-dire on n'a jamais accès au génie d'une espèce, mais on approche le génie de l'espèce. C'est pour ça que je parle d'approche sensorielle. Il faut être modeste, vous voyez, là, dans cette histoire, parce que n'importe quel être vivant est d'une complexité infinie, abyssale, mais dans l'approche sensorielle, on comprend quand même quelque chose qui est au-delà de l'approche analytique des éléments analytiques purement chimiques ou classificatoires, phylogénétiques, etc. Vous voyez? Donc, ça veut dire que, certes, j'ai déjà une expérience répétée sur telle ou telle plante, mettons, une plante donnée, et pourtant, lors de chaque expérience, il y a quelque chose de nouveau et d'inattendu. C'est chaque fois un regard neuf. Il y a un regard qui est neuf, qui est renouvelé,
Et c'est pas parce que j'ai déjà observé que ça va me faciliter les choses pour l'approche de cette espèce. Tu vois, Voyez-vous? c'est intéressant parce que moi, j'ai une autre expérience, c'est-à-dire que je suis d'accord, ce sont des messages à chaque fois différents, mais dans mon expérience, quand on rencontre une plante, plus on la rencontre, plus justement on a un accès facilité à rencontrer alors, son génie, voilà. Mais c'est intéressant du coup que, voilà, Oui, qu'on partage oui, ces différences parce que, et je suis tout à fait d'accord sur le fait qu'on peut tous les jours rencontrer une même plante et avoir des messages oui. différents et Mhm. complémentaires ou non d'ailleurs, parce que ça peut être sur des sujets totalement différents. Mais c'est vrai que moi, j'ai quand même cette impression que c'est facilité. Donc, Oui. c'est pour ça que je trouvais la Oui, mais question intéressante. approfondissons. Nathalie, on peut approfondir ce point. C'est-à-dire, on peut approfondir ce point. Moi, j'ai donné un premier exemple d'idées, mais un premier ensemble d'idées, mais on peut approfondir ce point. C'est-à-dire, c'est comme si tu la portes dans ton cœur, tu vois. Tu la portes dans ton cœur, mais peut-être il y a quelque chose qui est de l'ordre de la résonance et une chose qu'on porte dans notre cœur et qu'on va sans doute euh, pouvoir peut-être la résonance va s'établir avec plus de C'est ça. facilité, Mm. mais en principe, c'est comme la personne avec laquelle je vis, eh bien, si c'est pas une accumulation de mémoire sur la personne, chaque fois c'est un être nouveau, et puis chaque jour est nouveau. C'est ce que je veux dire. Mm. Donc les deux ne me paraissent pas contradictoires. Tu peux avoir une affection infinie pour l'angélique archangélique, et sans doute d'avoir cultivé l'angélique archangélique, de l'avoir semé, de l'avoir bichonné, de l'avoir transplanté, de l'avoir arrosé, de l'avoir distillé, d'avoir fait de la teinture mère, d'avoir fait de l'hydrolat, et puis en été, à l'automne, au printemps, de regarder toutes les variations, et de regarder des lots venant d'Allemagne, et des lots qui viennent de la région des Niort, et des lots qui viennent des Hautes-Alpes, etc., 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 et des lots cultivés en biodynamie et pas en biodynamie, et cultivés en Hongrie. Donc il y a une espèce de, oui, il y a une espèce de proximité, on va dire, mais chaque fois, moi le point sur lequel je voulais insister, mais il faut le nuancer comme tu viens de le faire, je suis d'accord, chaque fois, en principe, dans l'approche sensorielle, le mental est vide, il n'y a pas de mémoire. Et c'est ça qui est extraordinairement difficile à comprendre, parce qu'il y a des gens, quand ils font de l'approche sensorielle, ils croient qu'il faut deviner ce que c'est. Alors moi, dans les stages, il y avait une période qui a duré des années pendant laquelle j'annonçais même pas le sujet. Donc les gens, ils venaient, les gens qui venaient, ils en avaient envie parce qu'ils venaient à un stage, ils savaient même pas ce qu'on allait étudier. Après, les gens, quand ils sont assez entraînés, finalement, ils sont pas gênés sur le fait qu'il s'agit du Dracaena cinnabari, vous voyez, du dragonnier de Socotra, parce que le dragonnier de Socotra, ils en ont juste entendu parler au maximum, et puis ils vont découvrir le dragonnier de Socotra, vous voyez. Donc, moi, je crois que ce qui est le plus important, c'est ce processus cognitif qui se passe et qui n'est pas de l'ordre de la mémoire. C'est ça sur quoi je voulais insister. Eh ben, merci beaucoup, d'autant plus qu'il y avait une autre question, et ça fait complètement le lien, qui était juste la différence entre l'olfaction à l'aveugle sans connaître les plantes et puis l'olfaction en conscience d'une plante. Quelle était la différence? Donc, tu as commencé à y répondre, peut-être tu veux compléter. Oui, oui, parce que l'idéal, c'est de respirer en aveugle et dans ce cas-là, les projections sont moins, comment dire, apparentes. Les projections sont moins présentes, moins prégnantes. Parce qu'il n'y a pas de mémoire déjà sur le nom de l'espèce. Et dès que on me dit le nom d'une espèce, enfin pas moi, mais en général, dès que je sais le nom d'une espèce, je vais projeter à tort et à raison plein de choses. Et si je le fais si je fais cette olfaction en ne sachant pas a priori quel est le nom de l'espèce, sans doute je suis plus dans la découverte. Vous voyez, comme quand je découvre un pays où je ne suis jamais allé, j'ai pas de mémoire, je fais moins de projections, j'attends moins de choses. Comme quand je rencontre une personne pour la première fois,
C'est ce que Goethe appelle le premier regard, vous voyez? Le premier regard, quand on rencontre quelqu'un, on n'a pas de mémoire sur cette personne et souvent ce qu'on perçoit, c'est d'une réelle authenticité. Et puis ensuite, il y a le mental qui va se greffer dessus, toute la pollution par la mémoire qui va faire que je vais moins regarder la personne avec un regard frais. Et pour une plante, pour un extrait, c'est la même chose qui se passe. Mais malheureusement, les olfactions sans connaître l'extrait, c'est quand même un luxe parce que ça signifie que je travaille avec d'autres personnes. Nous, c'est ce qu'on fait, par exemple, dans le groupe dont je parlais tout à l'heure, la Valbonne, chez l'ancien président de la Société Albert Vieille. euh, il y en a un qui sait ce que c'est, et puis les autres, ils ne savent pas du tout, du tout, du tout, du tout ce que c'est. Il n'y a rien qui est dit. Merci beaucoup. Alors, je vais reprendre certaines questions qui ont été posées parce qu'on n'a pas forcément donné de réponse. Donc, Anne-Marie qui demandait est-ce que sur un mouchoir, c'est possible pour les olfactions longues ou directement au flacon? Ça, c'est voilà, très concret. Et elle demande aussi, est-ce que les extraits, enfin les EPS, sont identiques aux teintures mères au niveau thérapeutique? Ah oui, c'est super ça comme question aussi. Et en fait, le papier de parfumerie, c'est un papier non chloré. Et on a l'impression que c'est ce qui déforme le moins l'odeur. C'est-à-dire si on prend un linge, mettons un mouchoir, il faudrait que le coton soit absolument neutre, que le tissu ait été lavé de manière, enfin, sans détergent, sans la moindre trace de produits chimiques, que ça a été longuement rincé, séché, et peut-être que là, ça conviendrait. Mais sinon, si je prends par exemple un papier normal, le papier normal, vous pouvez le constater, c'est une expérience, vous la ferez une fois, vous n'aurez plus envie de la faire, jamais. C'est qu'un papier normal déforme l'odeur. Alors qu'une touche de parfumerie, dont la touche de parfumerie, c'est pas pour compliquer les choses, c'est simplement parce qu'il s'agit de papier non chloré et donc qui vraiment n'altère pas, ne déforme pas l'odeur. C'est-à-dire, c'est introduit parce que un extrait, donc dans le cas de l'approche sensorielle, on dit qu'un extrait doit être aussi représentatif que possible de l'archétype. Ça ne veut pas dire que ça doit être une huile essentielle plus qu'une teinture mère ou un extrait de gémothérapie plus qu'une huile essentielle, etc. C'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire que l'extrait doit avoir été réalisé selon les règles de l'art. Et donc, les règles de l'art, vous les connaissez sans doute pour les huiles essentielles, c'est-à-dire une distillation avec une eau de qualité, avec un alambic bon, qui peut sans doute être en cuivre ou en inox. Là, il y a un débat, mais ce n'est pas l'objet de notre réflexion. Mais il faut aussi qu'il y ait une pression de vapeur basse, que l'alambic soit correctement dimensionné, euh, qu'il y ait un refroidissement correct, voyez-vous, suffisamment rapide. Donc, il y a plein de conditions qui font que pour la même plante, je vais avoir une huile essentielle qui est plus ou moins représentative du génie de l'espèce. Mais ceci dit, quand je vais déposer l'odeur sur une touche, il faut aussi ne pas introduire de déformation. Et le papier de parfumerie semble le plus adéquat. En plus, alors là, il y avait aussi une autre partie de la question, c'était est-ce que je peux mettre le nez sur le flacon? Si vous mettez le nez sur le flacon, vous avez l'odeur, surtout l'odeur de tête, c'est-à-dire c'est les molécules qui s'évaporent le plus facilement, donc les molécules, les composants les plus volatiles que vous allez respirer. Alors que sur la touche de parfumerie, vous allez d'abord respirer les composants les plus volatiles et ensuite les composants qui sont de moins en moins volatiles jusqu'à
ce que les parfumeurs appellent l'odeur de fond, puisqu'il y a la tête, le cœur et le fond. Donc, voilà aussi une petite justification de l'olfaction longue, c'est-à-dire on respire tout l'ensemble des molécules qui sont présentes dans l'huile essentielle. Voilà, je pense que j'ai répondu à la question là. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions pour notre audience? Vous pouvez soit lever la main sur Zoom, soit dans le chat. Et en attendant, donc j'ai répondu à une question, je te le dis Christian, au cas où tu ne regardes pas le chat, parce que il y avait une question, est-ce que les stages existent toujours? Alors j'ai mis le lien direct vers les stages qui sont indiqués sur le Gatillier. Voilà. Euh, et alors, Je peux en parler, Nathalie. oui, bien sûr, tu peux en parler. Bon, enfin, juste un mot. Mais là, il y a un stage qu'on doit faire au mois de juillet, dans un mois, euh, dans les Hautes-Alpes, qui s'appelle Génie des lieux, génie des plantes. Et c'est un stage qui est fait avec Alain Frété, qui est un paysagiste très connu, qui enseigne à l'école du paysage de Versailles et qui euh, je le connais depuis une douzaine d'années à peu près. Il a fait des grands projets d'aménagement, notamment l'aménagement du Cap Fréhel, c'est lui qui l'a fait. Puis il a fait l'aménagement de la dune du Pilat. Bon, il a fait vraiment des gros trucs. Il enseigne à l'école du paysage de Versailles et pour l'aménagement du Cap Fréhel, il a eu le premier prix de l'Académie du paysage. Donc, il a une vision du paysage particulière. Et quand je l'ai connu il y a une douzaine d'années, je l'ai entendu dire parler de ce qu'il appelle le génie d'un lieu. Donc, c'est le genius loci des Latins. Et on a vu, enfin, on a parlé longuement pendant des années, et on a vu tout à fait le parallèle entre la saisie ou la rencontre avec le génie d'un lieu et la rencontre avec le génie d'une plante. Et depuis quelques années, on propose, chaque fois dans un lieu différent, on propose un stage sur ce thème-là. Et là, dans les Hautes-Alpes, le stage aura lieu chez un producteur qui s'appelle Luc Bernard, qui était le secrétaire de l'Association pour le renouveau de l'herboristerie. Il est producteur de plantes médicinales dans le massif du Dévoluy. Et là, on a choisi, sur le stage de 3 jours, de travailler sur l'Arnica montana dans son paysage, la Reine des Prés dans son paysage, et puis ensuite le mélèze dans son paysage. Donc c'est à la fois un travail sur le paysage et un travail sur le génie d'une espèce au sein de ce paysage. Et c'est donc un travail global dans lequel nos capacités intuitives sont sollicitées, vous voyez. Donc là, il y a plutôt des gens, dans ces stages-là, il y a des paysagistes et des architectes paysagistes, mais il y a surtout des gens branchés plantes. Voilà, on en propose un chaque année. Et moi, ça m'enthousiasme beaucoup. On dessine, on respire des extraits. Donc là, par exemple, sur l'arnica, c'est évident que quand on est sur une station d'arnica, au lieu de prendre la teinture mère d'arnica, tu peux directement respirer l'odeur de l'arnica et c'est encore mieux, vous voyez. Hein. Voilà. Voilà. Et puis Merci. après, bon, je donne pas beaucoup de stages, mais après début octobre, j'ai proposé un stage, donc c'est à Figueres. C'est dans une distillerie, en fait, c'est sur la ligne Paris-Barcelone et c'est tout près de la frontière française, mais côté Espagne. C'est en Catalogne, à Figueres. Il y a une distillerie où ils produisent des huiles essentielles de plantes locales ou de cultures en bio qui font. Et j'ai fait le mois dernier un stage sur les anacardiacées, les burseracées. Donc on a travaillé surtout sur le lentisque qui est présent sur le lieu. Et début octobre, ils m'ont demandé de faire un stage plutôt sur les apiacées, donc exombellifères. Et on va se concentrer sur l'angélique archangélique et puis la carotte sauvage. Donc c'est un stage sur 2 jours. Et puis ensuite, fin novembre à Paris.
j'ai donc proposé un stage sur les lamiacées et je vais choisir des lamiacées originales. Là, je ne dis pas sur quel lamiacée, donc c'est les labiers, la famille de la lavande, de la menthe, de l'origan, des thym, des sarriette, des sauges, etc. Donc là, je vais travailler sur des lamiacées originales, c'est-à-dire que les personnes même qui ont déjà beaucoup travaillé sur les plantes et les huiles essentielles, qui connaissent, enfin, qui ont étudié les lavandes, etc., là, ça va pas être le thème, ça va être sur deux lamiacées ou trois lamiacées originales, puisque c'est un stage de 3 jours. Je travaille sur une espèce par jour, mais ensuite, évidemment, on va regarder toutes les lamiacées, on va regarder des lamiacées classiques, parce que l'approche sensorielle, elle permet d'avoir une vision globale. Bon, on parle du génie d'une espèce, vous voyez, mais il y a aussi le génie d'un genre botanique et il y a le génie d'une famille. On peut regarder on peut regarder différentes lamiacées et puis se questionner quel est le génie finalement global de la famille et quel est le rapport. Y a-t-il un rapport entre, par exemple, une lavande officinale et un origan vulgaire, vous voyez? Parce que quand vous êtes habitué à respirer des odeurs de plantes, eh bien, on vous montre une odeur et vous allez dire, je ne sais pas ce que c'est, par contre, c'est une lamiacée. Ça veut bien dire qu'il y a un esprit, enfin, il y a un génie commun aux différentes espèces de lamiacées, voyez-vous. Voilà hein, ce que je propose. Merci beaucoup. Mais c'est une date favorable, visiblement, 17, 18, 19 juillet. On sera en lien. Euh, alors, une question de Fabienne. Où acheter du papier de parfumerie de qualité? Alors, l'adresse, Odile, c'est quoi? Il y a Odile avec moi? C'est Art Essence, à ouais, Grasse, rue Sidi Ibrahim, avenue Sidi Ibrahim. ouais. Avant, ça s'appelait Sud Graphique, maintenant, je crois que ça Oui, s'appelle Art Essence. e-licence. Ouais. Alors, Art, A-R-T, et Sens, Mhm. S-E-N-E-S, c'est à Grasse, avenue Sidi Ibrahim. Ce sont des boîtes, C'est une imprimerie. c'est une imprimerie. Donc, les parfumeurs grassois, généralement, achètent là. Parfois, ils demandent qu'on imprime leur nom, etc. Et la boîte, je suis incapable de vous dire, mais c'est vendu par 1000. Moi, j'ai l'habitude, pour les olfactions longues, je garde une touche entière. Et sinon, pour les petits tests, parce que dans un stage, on respire plein d'odeurs, il y a les olfactions longues, ensuite, il y a des olfactions plus rapides de 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes. Et là, je les coupe en deux, vous voyez? Mais ça vaut pas cher, hein. Une boîte de 1000, je sais pas, ça vaut peut-être 40 euros, quoi, 30 euros, vous voyez. Mais vous avez qu'à regarder sur Internet. Ouais. À Essence, à Grasse. Sinon, vous écrivez au Gatillier, on vous donnera l'adresse. Non, mais ça, je pense que voilà, on peut trouver. Parfait, merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Il n'y en avait pas d'autres dans le chat jusque-là. Est-ce que, voilà, vous voulez profiter de cette présence et de ce moment-là? Euh, J'habite proche de Figueres. Je ne trouve pas le stage sur le site de Christian. Ah oui, là, Anne-Marie vient d'écrire, c'est apparu en petite fenêtre en bas. oui, oui. Anne-Marie, je dois dire que c'est une défaillance de ma part. C'est parce que j'ai pas encore rédigé le texte de présentation. Et on l'a dit aux stagiaires qui étaient présents au stage du mois de mai, et il y a beaucoup de personnes qui reviennent, mais on l'a pas dit. Donc ce que je peux dire, c'est que Odile, c'est le week-end, le premier week-end d'octobre. Ça doit être le 3 ou 4 octobre. Ah oui, alors on commence le vendredi en début d'après-midi et on finit le dimanche à 16 heures. Voilà. Et parce que souvent, il y a une démonstration de distillation le vendredi après-midi, donc là, on va probablement distiller de la carotte sauvage. Et puis ensuite, samedi, dimanche, ça sera le travail sur les ombellifères. Voilà. Mais vous n'avez qu'à écrire au gâtillier, on vous met en contact avec le distillateur. Comment elle s'appelle, la distillerie, Odile? Essence. Essentius Cat. Essentius Cat, ça veut dire essence de Catalogne. Si vous tapez Essentius Cat, c'est E 2 S E N
CIES, CAT, CAT, vous tombez sur leur site. Ok. Merci beaucoup pour ces informations pratiques. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions de notre, voilà, profitez-en. Alors, moi, je regarde si j'avais pas eu d'autres questions. Non, enfin, j'avais pas eu d'autres questions qui m'étaient parvenues avant. Ah Donc, oui, les EPS, Nathalie, on oui. n'a pas dit les EPS, ça c'est super intéressant. Euh, alors, les EPS, Philippe, là-dessus, il faut que tu m'aides. Les EPS, c'est le cryobroyage. C'est l'azote, c'est-à-dire moins 170. C'est ça, Philippe? Ah, tu n'as pas mis ton Oui, micro. j'ai fait une demande de réactiver le son. Je sais, ouais, voilà. Philippe? Ah, on Oui, l'entend. est-ce Ah que oui, tu... Oui, c'est bon. Oui. oui, c'est bon. Alors, un EPS, attends, je regarde parce que j'ai pris ça en note, parce que c'est pas vraiment ma partie. Euh, Quelle est la technique pour l'obtenir? C'est un cryobroyage, Je crois que c'est ça, oui. c'est-à-dire c'est dans l'azote liquide, donc on est à moins 170 C'est quelque degrés chose comme ça, Celsius. oui. Voilà, d'accord. Donc là, il faut, vous voyez, pour répondre à cette question, bon, moi, j'aime pas, là, je peux apparaître comme un peu dogmatique et j'aime pas, vous voyez, du style celui qui a tout compris, quoi. Non, j'ai pas tout compris et puis je découvre chaque jour, ça c'est clair. Mais euh, bon, là, c'est la faiblesse de nos. Enfin, on est bien content déjà de se voir, de pouvoir échanger, mais si on était, comme on dit, présent en chair et en os, euh, on pourrait faire une expérience, c'est-à-dire respirer un EPS d'une certaine espèce, et puis respirer l'huile essentielle de la même espèce, ou la teinture mère de la même espèce. Et puis là, il y a beaucoup de choses à dire, quoi. C'est-à-dire les extraits, ils sont quand même plus ou moins représentatifs du génie de l'espèce. C'est ça que je peux dire. Donc Anne-Marie, est-ce que tu peux, est-ce que vous pouvez, Anne-Marie, je la vois pas. Bon, Anne-Marie. Euh, Elle avait écrit cette question. Oui, elle est là. Anne-Marie. Alors, Anne-Marie, si tu veux, tu peux prendre la parole. Voilà, si tu le souhaites, pour préciser Ah ou la voilà, oui. Oui, elle y Oui, est. je suis là. Je mets pas la caméra parce que ça me prend beaucoup de bande passante. de batterie, hein, ça coupe. Euh, oui, c'était ma question parce qu'en fait, quand vous avez parlé de l'Échinacée, moi je l'utilise mais en gouttes, en EPS. Et comme vous n'abordiez pas du tout ce sujet d'EPS pour leur faction, vous parlez des teintures mères, voilà, d'où ma question Oui. par rapport à la Vous savez, il vous faut, par exemple, parce que les effets de l'échinacée sont très puissants. Et moi, personnellement, bon, c'est une plante que j'aime beaucoup, ne serait-ce que parce qu'on la cultive depuis fort longtemps et qu'on part des graines et on fait tout le déroulé jusqu'au bout, jusqu'à la teinture mère. Donc, c'est une plante qui est cultivée sur au minimum 4 ans, parfois 5 ans. Et on a vraiment l'habitude de la travailler, on a étudié le moment optimal pour la récolter, etc., etc. Et le moyen de la préparer, de la concentrer, bon. Et moi, c'est une plante dont je sens immédiatement les effets. Par exemple, dans les moments de fragilité immunitaire, où on sent que on est comme, pour ainsi dire, fissuré, et puis on peut par exemple, développer un état infectieux, tomber malade. Et j'ai constaté qu'une prise, ça, c'est quelque chose qu'on sent, mais dans le quart d'heure qui suit. On sent qu'il y a quelque chose qui change dans nos dispositions intérieures. C'est un effet de stimulation immunitaire. C'est très fascinant. Et puis évidemment, si on fait l'approche sensorielle,
d'un extrait tel que cette, par exemple, teinture mère d'échinacée, on va pouvoir la caractériser. Et si vous faites la même chose ou les mêmes choses, c'est-à-dire quand vous avez un état de faiblesse, si vous prenez le PS, vous pouvez voir en comparaison ce que ça va faire, mais surtout c'est par l'approche sensorielle que on pourrait voir comparer la puissance de l'EPS par rapport à la puissance d'une teinture mère. Et là, moi, je dirais simplement, mais en sachant que c'est une question épineuse, je dirais simplement que moins 170 degrés Celsius, c'est quand même une température qui n'est pas une température dans laquelle la vie se développe. Donc, quand on fait un EPS, en fait, la plante passe dans un état de non-vie, vous voyez. Mais Mm. ça pourrait être abondamment développé. Mais toi, Nathalie, je pense que ça doit te parler, ça. Ouais. Ouais, ça me parle, mais justement, enfin, moi, c'est encore complètement une autre approche, parce que moi, je rencontre sans extrait, voilà, sans avoir de Oui, plainte ou d'extrait. Donc, oui, voilà, oui. mais C'est pas ton effectivement, approche, quoi. après, c'est tout le sujet de l'eau, voilà, de l'eau qui est contenue dans la plante, voilà, de la qualité, de qu'est-ce qu'on en fait. Il y a effectivement beaucoup de sujets. Mais par Alors, contre, attends, beaucoup on de peut questions. dire quand même que pour les extraits CO2, donc là, enfin, je m'adresse encore une fois à Philippe, mais pour les extraits CO2, il y a une question parallèle et c'est extrêmement troublant parce que, donc, pour continuer à répondre à Anne-Marie, c'est vrai que si on raisonne sur un plan purement analytique, l'EPS permet de récupérer beaucoup plus de composants que ne le permet la distillation ou même que ne le permet probablement la teinture mère. Donc, si on a un raisonnement purement chimique, on va dire il y a plus de composants dans l'EPS, donc nécessairement ça doit être mieux au niveau thérapeutique. Et ça, c'est l'argument commercial qui est donné. Parfois, on entend la suspension intégrale de plantes fraîches, intégrale, vous voyez, c'est un argument commercial, mais l'expérience montre, si on implique nos capacités intuitives, l'expérience montre que la question est plus compliquée que ça et que c'est pas parce qu'il y a plus de composants que l'extrait est de meilleure qualité. Voilà, Anne-Marie, ce que je peux dire très Exactement. brièvement dans ce cadre-là. C'est une immense question. Mais Ouais. en tout cas, bon, moi, comme vous l'avez deviné, je suis pas un grand fanatique des EPS, quoi. Vous voyez? Ça, c'est Ok. clair. Ouais. Oui, c'est pour ça que je vous ai posé la question, que vous n'en parliez pas. Voilà. Merci. Mais je suis d'accord avec vous sur le fait que ça a un impact sur l'immunité extrêmement rapide, en fait, Ouais. hein. Dans Sur des... l'EPS, vous voulez Oui, dire? oui, 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 mais en même temps, l'impact, il faut voir sur quelle couche il se situe. oui, C'est-à-dire, quand vous dites qu'il y a un impact sur l'immunité, c'est compliqué. Moi, je dirais que les EPS, ils agissent sur un plan beaucoup plus physique, justement. Et oui, si ça agit sur un plan physique, ça veut dire qu'il y a peut-être un effet avec une immédiateté, mais l'être humain n'est pas simplement qu'un corps physique. ouais, d'accord. Merci. On va passer Merci aux beaucoup. questions parce qu'il y a eu plusieurs questions dans le chat depuis. Alors, la question de Françoise, finalement, l'utilisation de l'olfacto en thérapeutique permet à la personne de bénéficier de l'approche physiologique moléculaire et, à son insu, permet d'approcher le génie des plantes. Bon, alors, je te laisse répondre, Christian. Ah oui, alors là, tu vois, moi d'abord, enfin, merci pour la question parce que ça me permet déjà de remettre les pendules à l'heure. C'est-à-dire que parler d'olfacto, moi, je suis absolument pas d'accord pour parler d'olfacto. C'est-à-dire, ça, c'est la confusion qui règne chez certaines personnes entre l'approche sensorielle et puis l'olfactothérapie de Gilles Fournil. Et moi, Gilles Fournil, ça fait 30 ans que je le connais. Nous avons une relation toujours très sympathique, mais je ne fais pas d'olfactothérapie et lui ne fait pas d'approche sensorielle. L'approche sensorielle, c'est fait pour chercher, approcher le génie d'une espèce. Et en faisant cette approche-là, on a évidemment en même temps, comme par surcroît,
une approche, une certaine connaissance de ce qu'on peut appeler le génie thérapeutique, c'est-à-dire les potentialités thérapeutiques de l'espèce. Donc on approche le génie de la plante, et le génie de la plante, c'est quelque chose de différent, de plus vaste que le génie thérapeutique. Mais le génie thérapeutique, c'est aussi ce qui nous intéresse tous pour nous soigner, etc., pour la thérapeutique. Mais une plante, elle existe aussi dans des dimensions autres que ces simples potentialités thérapeutiques. Donc, quand on parle d'olfacto, comme vous venez de le faire, ça jette vraiment une confusion très grande avec l'olfactothérapie de Gilles Fournil. Je ne fais pas d'olfacto, je fais de l'approche sensorielle. Donc, il faut pas confondre les deux. Voilà, enfin, ce qui me vient là. Mais Ouais. il y avait d'autres parties de la Ouais, question. tu vois, moi, ce qui m'a fait réagir, c'était approcher à son insu le génie des plantes. Moi, Non, mais approcher à son insu le génie des plantes. Alors là, non. Là, il faut absolument, c'est une très bonne question. Il faut que je réponde parce que c'est comment dire, très intéressant. C'est-à-dire que quand on fait de l'approche sensorielle, on y va avec toutes les forces de sa conscience, comme vous voyez l'Indien d'Amérique du Nord, le chaman, qui rentrait délibérément en contact avec l'esprit de la plante, ou qui montait dans un arbre pendant 15 jours sans manger, et puis qui méditait. Et l'approche sensorielle, il y a une espèce d'intensité dans la recherche. Et dans l'olfactothérapie de Gilles Fournil, encore une fois que je respecte beaucoup, nous sommes très amis et chaque fois qu'on se voit, on rigole beaucoup, vous voyez, c'est bon signe, mais on ne fait pas la même chose. Qu'est-ce qu'il fait Gilles Fournil? Gilles Fournil, il utilise les plantes, en l'occurrence les huiles essentielles, le reste, il n'a jamais travaillé dessus. Il utilise les plantes comme des leviers thérapeutiques pour déclencher des choses chez les gens. Évidemment, il y a beaucoup de gens qui ont envie de faire des expériences en respirant des odeurs, mais en quelque sorte, ils subissent l'odeur. Ils subissent l'odeur. C'est-à-dire, il respire l'odeur, il y a un certain protocole avec le nez, etc. Enfin, tout le monde, les gens qui ont travaillé avec Gilles Fournil le savent, mais c'est quelque chose, c'est une situation dans laquelle on subit, c'est-à-dire on regarde au niveau émotionnel ce qui est déclenché. Et ça, c'est fort intéressant, mais c'est une autre voie. Voyez-vous, c'est pas la voie. C'est pas la voie de l'approche sensorielle. L'approche sensorielle, je cherche à approcher le génie d'une espèce. Et évidemment que au passage, je vais voir que l'angélique archangélique, il y a un certain type d'effet que je peux caractériser sur le système digestif, par exemple, et sur le processus de digestion au sens large. Par exemple, un effet au niveau de la médecine chinoise, un effet sur l'organe rate, c'est-à-dire la digestion au sens général, pas simplement la digestion physique, mais la digestion de toutes les impressions que j'ai reçues pendant la journée et que je n'arrive pas à assimiler. Je suis sursaturé d'impressions. Vous voyez, je suis dans une situation d'indigestion mentale et émotionnelle. Voilà. Quand on fait l'approche sensorielle, on va comprendre ce genre de choses. Et quand on fait de l'olfactothérapie de Gilles Fournil, on est dans un état de soumission. C'est ça. Voilà, pour parler, appeler un chat, voyez-vous, tout en respectant infiniment Gilles Fournil. C'est une soumission, c'est-à-dire on subit le génie thérapeutique de la plante. Et l'approche sensorielle, c'est à un autre niveau que ça se passe. Sans compter que dans l'approche sensorielle, on regarde les éléments botaniques, on regarde à quel moment, par exemple, de l'évolution des espèces végétales on se situe. Et Gilles, c'est pas du tout sa tasse de thé. Il s'en fiche complètement. C'est-à-dire, il travaille avec le cèdre et il sait même pas que il y a Cedrus atlantica, il y a Cedrus deodara, il y a Cedrus libani. Il le sait pas. Ça l'intéresse pas. Il travaille avec le cèdre de l'Atlas. C'est ce qui fait très beau. Il a un génie personnel. Il a été persévérant, il a travaillé beaucoup, il a eu des milliers d'élèves, donc il a appris, parce qu'avec dans les stages on apprend toujours, vous voyez, et son travail est infiniment respectable, mais il ne fait pas d'approche sensorielle et je ne fais surtout pas d'olfacto. Ça, que ça soit clair, quoi. Je réponds un peu vivement parce que c'est tous les jours que j'entends cette remarque. Tu fais de l'olfacto? Non, je ne fais pas d'olfacto. Je ne fais pas d'olfactothérapie. Vous voyez?
c'est-à-dire le travail sur les odeurs des plantes. Gilles Fournil, il a occupé une certaine partie du terrain, mais les parfumeurs grassois, ils font autre chose, et puis l'approche sensorielle, c'est encore autre chose. Voilà. Hmm. Merci beaucoup pour ces précisions. Et puis effectivement, les rencontres avec les génies des plantes, bah, c'est voilà, c'est pas forcément. C'est il faut que ce soit volontaire et conscient, et ça demande déjà du travail, comme tu disais. Donc c'est vraiment, faut avoir l'envie de les approcher, il faut être prêt, il faut justement avoir ce vide-là. Donc le fait de dire à son insu, voilà, moi Ça ça t'avait m'avait fait touché. réagir de ce point de vue-là aussi. Oui, c'est ça. Mais c'est parce que la personne qui a posé cette question, elle est en travail avec ce type de technique, et ce travail avec ce type de technique est tout à fait respectable. Mais je voulais dire que pour l'approche sensorielle, c'était pas ça. Mais ceci dit, quand on fait de l'approche sensorielle, c'est aussi un nettoyage intérieur, c'est une purge intérieure. On fait appeler ça le karma ou ce que vous voulez, mais c'est évident que c'est un travail sur soi, c'est une voie initiatique, c'est une voie spirituelle, il ne faut pas avoir peur de le dire. Hein, mais on est dans des dispositions différentes, c'est-à-dire dans un sens évidemment que l'approche sensorielle, mais infiniment plus ambitieux que l'olfactothérapie. C'est infiniment plus complexe et ambitieux, vous voyez. C'est plutôt, moi, les personnes avec, enfin, les personnes, les cultures avec lesquelles j'entre en résonance, oui, c'est les botanistes arabes du 10e, 11e et 12e siècle, c'est Hildegarde du Bingen, donc le 12e siècle, c'est, vous voyez, les cultures amérindiennes, c'est les Indiens Huicholes, ou que sais-je, vous voyez, c'est, hein, c'est pas anecdotique, c'est pas superficiel. Mhm. Alors, on a encore quelques questions. Donc là, ce sera, je pense, les dernières questions vu l'heure qui tourne. Une question de Michael. Bonjour, petite question. Peut-on prendre un exemple concret? Par exemple, si je rencontre le génie de lavande, qu'est-ce que cela m'apporte par rapport à ce que l'on connaît déjà d'un point de vue thérapeutique, scientifiquement? Donc, je pense on a déjà un petit peu répondu. Est-ce que tu veux compléter, Christian, pour... Oui, oui, d'abord dire pour la énième fois que je rencontre le génie de la lavande. Euh, Moi, c'est une expression qui ne me convient pas. Je dirais, j'approche le génie de la lavande en toute humilité, et qu'une plante est d'une richesse et d'une complexité infinie, et que je ne peux pas prétendre la connaître. Donc, il ne faut pas croire. Ça, c'est une question classique que j'ai entendue 3000 fois, vous voyez. Il ne faut pas croire que je vais pouvoir dessiner ou parler du génie de la lavande officinale, hein, puisqu'il parle de la lavande officinale. Je ne vais pas parler du génie de la lavande officinale comme je vais dire il y a un taux d'acétate de linalyle qui est dans ce lot-là de 52,67%. C'est pas du tout ça, vous voyez. C'est une sorte de représentation intérieure. C'est une sorte de représentation intérieure qui est rendu possible par ce travail méticuleux d'observation, ce travail patient, cette contemplation olfactive, pouvons-nous dire, et il y a une espèce de représentation intérieure. Et qu'est-ce que je vais pouvoir dire là-dessus? Je vais pouvoir, par exemple, caractériser ce qu'on appelle, ça c'est un autre concept, celui d'espace olfactif, c'est-à-dire l'espace que je visualise intérieurement quand je respire une lavande officinale. Et cet espace olfactif, je le visualise intérieurement. Je peux aussi donner une représentation artistique, mais par exemple, chez une lavande officinale digne de ce nom, je vais visualiser une certaine dynamique de verticalisation. C'est-à-dire, ça doit être, je sens une odeur qui est fortement verticalisée. Et d'ailleurs, c'est un critère absolument crucial pour discriminer les qualités de la lavande officinale. Parce que la lavande officinale, ce qui circule sur le marché, la plupart du temps, c'est à peu près n'importe quoi. C'est-à-dire, ce sont des lavandes officinales qui sont cultivées dans des conditions de biotope qui ne sont pas les conditions de biotope naturelles. Donc, ça va donner des lots d'huile essentielle pour lesquels
cet espace olfactif n'est pas verticalisé du tout. Il y a une odeur qui est écrasée, il y a une odeur qui est comme bloquée en haut dans l'espace olfactif. Il y a une espèce de blocage. Donc, si vous respirez une odeur, vous savez bien ce que c'est que ce blocage. Par exemple, quand vous respirez une odeur riche en cétone, mettons en camphre, vous sentez qu'il y a quelque chose qui est bloqué. Eh bien, un bon lot de lavande officinale, justement, c'est pas bloqué. Et c'est ça qui va être en relation, qui va être corrélé à la qualité thérapeutique du dit lot de lavande officinale. C'est-à-dire qu'un lot de lavande officinale doit être verticalisé. C'est-à-dire il y a des notes fortement montantes. Ensuite, ça ne veut pas dire il y a que du montant. C'est plus compliqué que ça. C'est pas un boswellia, vous voyez, c'est pas un boswellia sacra. Vous avez des notes complètement dématérialisées. La lavande officinale, c'est une plante qui est une lamiacée, comme vous le savez, et les lamiacées, il y a toujours quelque chose, entre guillemets, en bas, voyez-vous. Donc, moi, c'est ce que je peux dire. Après, pardon, parce que citer ces livres, c'est toujours un peu cuculapraline, on va dire, mais dans le livre Rencontrer les plantes, qui est coécrit avec Jean-Michel Florin, il y a d'amples développements sur les odeurs de lavande officinale, et il se trouve que c'est une odeur qui est extraordinairement plastique. Et puis, j'ai décrit aussi des lots de mauvaise qualité, vous voyez. Voilà ce que je peux dire là. Merci beaucoup. Alors, on a encore quelques questions. Il y en a une, c'est très pratique. Quelles sont les connaissances requises pour participer à un stage? Rien. Voilà. Avoir l'esprit aussi vide que possible. Et puis, la compétence la plus souhaitable, c'est par exemple d'avoir pratiqué du yoga, de la méditation, de pas, si on ne prend pas de substances psychotropes, ça aide, voyez-vous. Donc, les substances psychotropes, le spectre est large, ça va depuis le café à la cocaïne, vous voyez, mais bon, c'est vrai qu'il faut avoir l'esprit clair. Il faut avoir l'esprit clair. Mais il n'y a pas de. Après, moi, j'aime bien, et puis les gens aiment bien, parce que moi, je pense que c'est bien de faire un petit peu de chimie. Mais c'est vrai que moi, dans les stages que je fais, ils viennent pas pour faire de la chimie, mais en même temps, la chimie, c'est tellement génial de corréler certaines choses à des éléments de chimie. Vous voyez, dire voilà, quel exemple puis-je prendre? Mais si on reprend l'exemple de la lavande officinale, qui est un cas d'école, eh bien oui, on aime bien regarder les corrélations entre les lots de lavande qu'on respire et puis ensuite la composition chimique. Ça, c'est-à-dire que la, l'approche sensorielle, elle est parfaitement corrélée aux approches scientifiques. Ensuite, j'aime bien regarder les approches euh, phylogénétiques, c'est-à-dire j'aime bien montrer l'arbre évolutif. Et ça, l'arbre évolutif, c'est comme on regarde un arbre généalogique d'une famille. C'est-à-dire on s'aperçoit que, par exemple, je vous dis le premier exemple qui me vient, mais si vous regardez l'ilang-ilang et si vous regardez la lavande officinale, les qualités florales sont vraiment caractérisables de manière très très différente et on comprend que l'ilang-ilang, il est d'une émergence évolutive bien plus ancienne que la lavande officinale. Ça veut dire que la lavande officinale, pour que la nature arrive à créer un être végétal aussi génial que la lavande officinale, il a fallu beaucoup de divergences évolutives, il a fallu beaucoup de temps. Et l'ilang-ilang, lui, est plus. Il y a des qualités florales plus lourdes, plus triviales, vous voyez, plus grossières, on peut dire, qui sont très très belles aussi, évidemment, hein. C'est d'une très grande beauté. Les kananga, kananga odorata, avec les différentes fractions, c'est d'une beauté extrêmement puissante. Mais ce sont des qualités florales qui sont moins élaborées que, par exemple, la lavande officinale. Donc ça, c'est ce type de considération qu'on peut faire. Mais c'est vrai que dans l'approche sensorielle, le principal, c'est vraiment la sensibilité personnelle. Merci. Alors, on a encore deux questions, Christian. C'est ça pour qu'on gère un petit peu le temps. Donc, alors, il y a une question. Je sais que tu as vraiment l'habitude de cette question. Pensez-vous qu'il y a une relative objectivité ou similitude dans les effets de l'olfaction sur le corps et l'esprit de chacun?
Ben oui, là, c'est la question. Enfin, il faut surtout pas dire que c'est une question triviale parce que c'est une question qui est infiniment intéressante, qui est tout à fait judicieuse, qui est justifiée. C'est-à-dire, que se passe-t-il quand il y a différentes personnes qui respirent la même odeur? Et est-ce que les choses sont convergentes ou alors est-ce que chacun raconte sa propre histoire? Et la réponse, bon, la réponse est l'expérience qui la montre, mais la réponse, c'est que vraiment, en tant qu'être humain, dans une telle expérience, en tant qu'être humain différent, chacun de nous, avec ses déchirures, ses blessures personnelles, tout son passé personnel, et puis ses soucis, ses préoccupations, son mental plus ou moins occupé, ses faiblesses et ses forces, il apparaît de manière évidente que néanmoins, dans une expérience collective, ou bien chacun qui le fait de son côté, il y a une convergence et il y a vraiment des facettes qui sont perçues, qui sont similaires, mais encore une fois, il y a une personne qui peut saisir des facettes du génie de la plante, de l'espèce donc considérée. Il y a une personne qui peut saisir des facettes qui ne sont pas saisies par une autre, par exemple. Donc là, c'est toute la question extrêmement puissante de l'implication de la subjectivité dans l'approche sensorielle. Mais l'outil, là, oui, l'outil, c'est ça l'originalité de l'approche sensorielle. L'outil, c'est vraiment la sensibilité, la sensorialité. Et puis, ça veut dire, c'est l'être humain avec toutes ses limites et puis toutes ses forces et ses faiblesses, etc. Vous voyez, Et c'est ça c'est ça. qui est beau et passionnant, c'est qu'il y a une infinité de possibilités entre les plantes et puis les humains voilà, qui sont en lien avec. Et ça, c'est magnifique. Oui, Merci. et ça veut dire que on touche à quelque chose qui a comment dire, qui est représentatif d'une forme de vérité, de profondeur. Et c'est pour ça qu'on peut poser un concept comme le génie de l'espèce. Parce que si chacun racontait sa propre histoire, et puis c'est l'argument qu'on donne, enfin les détracteurs, ils disent, vous racontez n'importe quoi, moi j'ai tout entendu, vous avez trop fumé, etc. Vous êtes dans la subjectivité pure, vous êtes dans les projections. Si vous faites respirer un Eucalyptus globulus à une personne asthmatique, de toute façon, elle va sentir quelque chose et puis une autre va sentir autre chose. Donc, ce que vous faites, c'est du n'importe quoi, etc. Mais non, l'expérience montre, l'expérience montre qu'il y a vraiment une espèce de noyau objectif, c'est-à-dire ça passe par la subjectivité, mais il y a une espèce de noyau objectif. Mais bon, cette question est compliquée. En tout cas, je peux poser un concept comme le génie de l'espèce dont on voit chacun différentes facettes, et puis chaque personne, selon ses dispositions, va percevoir différentes facettes, et l'expérience collective montre, par exemple, quand on est dans une assemblée de personnes expérimentées, 15 ou 20 personnes, des gens qui sont entraînés, qui ont l'habitude, enfin, qui ont compris comment l'instrument de sensibilité personnelle fonctionne, cette assemblée-là de personnes va vraiment communiquer. C'est-à-dire, il y a une communication qui est possible. Les gens vont dire, ah oui, oui, ça, effectivement, je ne l'ai pas formulé comme ça, mais c'est bien, ça, je l'ai perçu aussi, etc., etc., vous voyez. Ça veut bien dire qu'il y a un noyau ça veut bien dire que l'expérience a une valeur cognitive. C'est ça que je peux dire. Ça a une valeur cognitive. Et qu'est-ce qu'on connaît, qu'est-ce qu'on approche du moins? C'est le génie d'une espèce. Merci beaucoup. Alors, on va arriver à la dernière question de Lisa. Bonjour, vous parlez de médecine chinoise, pardon. Comment situez-vous l'énergétique de la plante dans votre approche sensorielle? Alors là, bon, moi, je ne parle pas d'énergétique de la plante. Je parle, enfin, les concepts que j'utilise pour l'instant, mais ça bouge. Et puis, bon, les concepts, il y en a beaucoup qui peuvent être trouvés. Mais moi, je parle du génie de la plante, je parle du génie thérapeutique de la plante. Et puis, il y a un autre concept que j'ai évoqué tantôt, c'est celui de l'espace olfactif. Et le terme énergétique, il est plutôt réservé, enfin en tout cas selon mon point de vue, il est plutôt réservé
à la médecine traditionnelle chinoise. Et il se trouve que depuis une quinzaine d'années, je travaille avec un praticien de médecine traditionnelle chinoise et au bout de quelques années de travail, on s'est très vite aperçu qu'il y avait vraiment une convergence entre la médecine traditionnelle chinoise, l'énergétique chinoise, et puis l'approche sensorielle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que avec les saveurs, donc là c'est par les saveurs, avec les 5 saveurs, et en fait, c'est pas à chaque espèce, c'est pas une saveur qui est attribuée, c'est une saveur dominante, une saveur secondaire, et puis aussi une nature. Donc la nature qui peut être froide, rafraîchissante, neutre, réchauffante et chaude, vous voyez? Et avec, ou tiède, on peut dire, et chaude. Bon, mieux que réchauffante, on peut dire tiède et chaude, c'est-à-dire sur un spectre, on peut dessiner les 5 natures. Et puis ensuite, on attribue, mettons, une nature dominante, une saveur dominante et une saveur secondaire. Par exemple, on va être dans le piquant en dominante et le doux en secondaire, ou dans le piquant en dominante et puis l'amer en secondaire, etc. Vous voyez? Et donc, je travaille avec un praticien. On est en train de finir un livre là. Je pense qu'on aura fini dans à peu près un an. Et on a travaillé, il voulait travailler uniquement sur les huiles essentielles. On a travaillé sur une soixantaine d'huiles essentielles et là, on est en train de rédiger, mais on a déjà tout travaillé. Là, on met en forme. Et effectivement, on s'aperçoit qu'il y a un parfait ajustement entre le point de vue de la médecine traditionnelle chinoise et le point de vue de l'approche sensorielle. On ajuste les deux. Et ça venait d'une conviction que j'avais depuis fort longtemps, c'est-à-dire j'ai l'impression que la médecine traditionnelle chinoise, elle est issue d'une longue, longue tradition pendant des siècles, des siècles et des siècles. Et il y a eu des modélisations, il y a eu des concepts qui ont été trouvés, des conceptions, par exemple les 5 organes, les saisons, la cinquième saison, etc. Vous voyez les saveurs, et puis ensuite les cycles, le cycle Sheng, le cycle Ko, vous voyez le soutien d'un organe par un autre ou la dispersion d'un organe par un autre, enfin des concepts extrêmement fins, extrêmement beaux. Et en fait, l'expérience montre qu'effectivement, on peut ajuster les deux, c'est-à-dire qu'un praticien de médecine chinoise, en passant par les saveurs, il va mieux comprendre le point de vue de l'approche sensorielle, et l'approche sensorielle va aussi apporter, fertiliser le point de vue de la médecine traditionnelle chinoise. Mais moi, quand je parle d'énergétique, je me place dans le paradigme de la médecine traditionnelle chinoise. Sinon, dans le paradigme de l'approche sensorielle, je ne parle pas d'énergétique. Mais les deux domaines sont ajustables comme ça, vous voyez. Voilà ce que je peux dire. Merci beaucoup. Eh bien, écoute, Christian, un immense merci pour cette séance de questions-réponses. J'espère que bah, voilà, vous qui nous écoutez, soit en direct, soit en replay, vous avez apprécié. C'était une grande chance voilà, de pouvoir avoir ce dialogue aujourd'hui. Christian, est-ce que tu veux dire un petit mot pour finir? Voilà. Écoutez, je vous remercie et c'est toujours très agréable de discuter sur des questions aussi profondes. Et vraiment, bon, c'est toujours un peu violent parce que les questions sont tellement riches et demanderaient tellement de développement que c'est euh, c'est toujours un peu frustrant, mais c'était très agréable. Bon, donc je vous remercie chaleureusement. Voilà, donc il y a beaucoup de merci dans le chat aussi. Eh bien, en tout cas, bah, pour tout le monde, rendez-vous soit sur les hauteurs avec Christian lors de ces différents stages. Vous pouvez aussi venir en stage ici. Voilà, il y a beaucoup de propositions si vous souhaitez accueillir en fait cette disposition à voir les plantes différemment. Et c'est voilà, là aussi il y a plusieurs facettes de cette rencontre ou de cette approche des plantes. Et merci d'en faire partie. Merci bah, d'accepter
de faire ce chemin-là, qui n'est pas forcément un chemin facile, comme le disait Christian, mais qui est un chemin qui est passionnant. Et on voit bien, voilà, que tout le monde ici est dans cette passion et dans cet amour du vivant et des plantes. Merci, je vous souhaite une très bonne soirée et vraiment encore merci Christian et à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Alors.